Amman. Ville nouvelle avant tout, construite en grande partie dans la seconde moitié du XXe siècle, la capitale du royaume hachémite de Jordanie n'en reflète pas moins la longue et très riche histoire du pays. Les origines d'Amman remontent au temps biblique. Elle s'appelait alors Rabat Ammon. Cité-État du royaume ammonite, rebaptisée Philadelphia par les successeurs d'Alexandre le Grand, elle est sous domination romaine, rattachée au réseau commercial de la Décapole. De cette époque demeure cet impressionnant théâtre, construit par l'empereur Marc Aurèle. La ville ne prendra officiellement le nom d'Amman qu'après la conquête arabe de 635. Né de l'éclatement des empires coloniaux européens, à l'issue de la Première Guerre mondiale, le jeune État se tient ainsi au cœur d'une région qui, très tôt, fut le théâtre d'événements au rayonnement historique. Joyau longtemps caché du Proche-Orient, point de rencontre entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie, ce coin du monde a toujours attiré les convoitises. Souvenez-vous, Hébreux, Juifs, chrétiens, Omeyyades, Mamelouks, Abbassides, Ottomans, puis plus récemment Anglais et Palestiniens. Tous ont foulé cette terre, sans jamais réussir à la conquérir définitivement. Il semble cependant qu'il y ait un peuple qui n'ait jamais concédé totalement sa souveraineté. Les Bédouins. Nomades vivant de pastoralisme, ces fils du désert demeurent les gardiens de traditions parfois millénaires. Piliers du royaume actuel, ils vivent encore à la Badawi, autrement dit à la façon bédouine, issue de leurs ancêtres. Mais qui étaient leurs ancêtres? Le mystère subsiste. Certains affirment qu'ils descendent d'un ancien peuple nomade qui s'est sédentarisé au IVe siècle avant Jésus-Christ, au beau milieu de ce cirque rocheux, en y fondant Pétra, leur capitale. Leur nom, les Nabatéens. Si aujourd'hui la Jordanie actuelle accueille plusieurs millions de touristes par an, c'est en grande partie grâce à la redécouverte de Pétra au XIXe siècle. L'ancienne capitale nabatéenne constitue sans aucun doute le site historique le plus illustre de Jordanie et le plus impressionnant du Proche-Orient. Taillée à même la roche, cette cité d'un autre temps n'en finit pas de fasciner les voyageurs et d'exciter l'appétit des archéologues. Nombreuses sont les équipes de chercheurs venus du monde entier qui, chaque année, contribuent par leurs travaux à enrichir la connaissance que l'on a des Nabatéens. Récemment, une équipe jordanienne, entre autres, a effectué une étonnante découverte à l'emplacement d'El Razné, rendu célèbre par le romanesque Indiana Jones. Sous ce temple, les archéologues ont retrouvé l'entrée d'un tombeau impérial, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette découverte révèle qu'à cette époque,
le niveau de cette partie de la ville était situé à plusieurs mètres en dessous du niveau actuel, remettant ainsi en question le visage de la cité nabatéenne. Ces nouveaux indices trouvés à l'intérieur de l'édifice sont venus compléter l'immense puzzle que constitue l'histoire des Nabatéens. L'analyse de la céramique, notamment, permet de préciser les datations et d'identifier les différentes phases culturelles d'une société. Quelles sont les origines de ce peuple nomade? Comment s'est-il sédentarisé pour devenir l'une des plus puissantes civilisations du monde antique? La tradition classique rapporte que les Nabatéens seraient les descendants d'Ismaël. Venus de la péninsule d'Arabie, ils s'installèrent par vagues successives dans le pays d'Édom au VIe siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on les appellerait les millionnaires du désert. Maîtres caravaniers, les Nabatéens convoyaient des denrées précieuses venues d'Inde et de Chine, du royaume de Saba, d'Aqaba et de Palmyre. Soie, coton, chevaux, cuivre et fer, teinture, perles et ivoire, poivre, cannelle, et puis bien sûr, l'encens et la myrrhe. Les Nabatéens exploitaient aussi des esclaves, qu'ils revendaient aux Égyptiens, aux Grecs et plus tard aux Romains. D'après un témoignage rapporté par Diodore de Sicile, un historien grec du 1er siècle avant Jésus-Christ, ils vivaient sous des tentes et avaient pour coutume de ne pas semer de grains, de ne pas planter d'arbres fruitiers, de ne pas boire de vin et de ne pas construire de maisons, ces interdits étant sanctionnés par la peine de mort. Les fondements du nomadisme étaient nés. Assouplis au fil du temps, ces préceptes de vie sont toujours perpétués par les quelques milliers de familles bédouines installées dans le désert. Nous possédons une maison en dur à Wadi Rum. Mais nous, les Bédouins, nous aimons toujours vivre sous la tente. Les chèvres et les chameaux peuvent aller et venir, chercher de quoi se nourrir dans le désert. Nos tentes sont faites de laine qui se détend en été sous l'effet de la chaleur et se raffermit en hiver avec le froid. Lorsqu'il pleut, les fibres se rétractent également, ce qui permet à l'eau de s'écouler de chaque côté. Nous sommes une famille de 9 personnes. Nous possédons un troupeau d'environ 30 chèvres, 4 chameaux, dont un bébé. On vit entre le village et ici, car le désert n'offre pas toujours la végétation nécessaire aux troupeaux. On vend les produits de notre élevage et en retour, on achète nos vivres au village. Au printemps, après la saison des pluies lorsqu'il y en a eu, le désert offre une végétation plus verte. On se déplace alors d'un endroit à l'autre.
On parcourt entre 3 et 4 kilomètres. Puis à la fin de cette transhumance, nous rentrons au village, car là-bas, il y a toujours de l'eau. L'eau, bien sûr. Sans elle, le trafic caravanier qui dominait la vie des nomades dans l'Antiquité n'aurait pas été possible. Traverser durant de longues périodes la fournaise ocre de ces contrées désertiques nécessitait une parfaite connaissance des ressources naturelles, ainsi qu'une pratique maîtrisée des techniques de l'eau. De tels parcours impliquaient également de connaître les abris naturels qui jalonnaient les pistes. Ces dernières, en effet, n'étaient pas sûres. Grecs et Romains les attaquaient fréquemment, autant pour leur chargement que pour leur eau. Et il n'était pas rare que femmes, vieillards et enfants eurent à payer le prix fort pour leur liberté. C'est ainsi qu'en dépit de leur interdiction religieuse, les Nabatéens se fixèrent dans cet amphithéâtre rocheux. Leur but, tout d'abord assurer leur propre sécurité, en se constituant une cache et un lieu de stockage pour leurs biens. Ensuite, offrir cette sécurité aux visiteurs de passage, moyennant une taxe. Et enfin, contrôler le trafic caravanier. Située au croisement des grandes pistes commerciales, Pétra était un choix d'autant plus judicieux qu'elle constituait la dernière étape vitale avant l'incertitude du désert. Les fondateurs de Pétra détenaient en effet les secrets de la captation de l'eau, de sa conservation et surtout de sa distribution. Leurs inventions dans ce domaine sont encore bien visibles. Les Nabatéens étaient très ingénieux, particulièrement en ce qui concerne les installations hydrauliques. Sous l'ensemble de ce temple, on a retrouvé d'importants systèmes hydrauliques, dont des canalisations qui amenaient l'eau à l'intérieur et l'évacuaient à l'extérieur du temple. Ce type de système hydraulique que l'on retrouve dans le Sikh traverse tout Pétra. Les Nabatéens sont parvenus à alimenter la ville en eau en la faisant sillonner à travers les montagnes par différents chemins. Il y a une source au sud-ouest du temple qui, avec l'eau du Sikh et avec celle du Wadi Moussa, fournissait suffisamment d'eau à une population qui, à son apogée, aurait atteint 30 000 personnes. Ce qui semble extraordinaire lorsqu'on voit à quel point la région est aride aujourd'hui. Confortablement installés et parfaitement bien organisés, ces princes des sables se sont ainsi constitués en quelques siècles un véritable royaume. Petit, certes, mais puissant et respecté. D'autant plus respecté que la Nabatéenne a toujours su sceller avec la plupart des autres sociétés régionales des accords de non-agression, fondés sur l'entretien de ses relations commerciales. Les Nabatéens sont devenus si puissants qu'ils se sont offerts de riches demeures au décor particulièrement élaboré. La facture tout à fait nouvelle du répertoire ornemental révèle différentes influences. Est-ce que les Nabatéens ont importé des idées d'autres régions, d'autres grandes capitales du monde? Absolument.
C'étaient des nomades et donc il leur fallait montrer qu'ils avaient acquis une grande prospérité. Alors ils ont imité toutes les grandes cités de l'Ancien Monde, comme Antioche et Alexandrie. Et c'est probablement d'Alexandrie qu'ils ont fait venir des artisans qui ont transmis avec brio leur savoir-faire aux populations locales et leur ont appris à tailler les éléments que vous voyez aujourd'hui à Pétra. Nous avons des motifs assyriens, égyptiens, hellénistiques. Les Nabatéens ont décidé d'intégrer tous ces motifs à leur canon. Ensuite, ils ont réinventé leur propre style. Et c'est ainsi que les Nabatéens, ces nomades invétérés, sont devenus des bâtisseurs, creusant à même la roche leurs édifices publics, leurs maisons, leurs temples, leurs tombeaux, ainsi qu'un théâtre. La cité rose rayonna jusqu'en 106 après Jésus-Christ, date à laquelle le royaume nabatéen fut annexé par l'Empire romain pour constituer la province romaine d'Arabie, avec Bosra pour nouvelle capitale. Si Pétra perd alors progressivement de son importance, la civilisation nabatéenne ne cesse pas pour autant d'exister. Ce n'est qu'au soir du 19 mai 363 qu'un cataclysme naturel sonne définitivement le glas du royaume nabatéen. Dès lors, Pétra et sa région sombrent dans un oubli de plusieurs siècles avant leur redécouverte en 1812 par Burckhardt, un voyageur espion occidental. Malgré les influences gréco-romaines qu'elle a subies, la civilisation nabatéenne n'a jamais perdu son identité. Elle est aujourd'hui une référence importante dans le monde arabe pour les origines de l'arabité. Peut-on pour autant affirmer que les Bédouins et les Jordaniens eux-mêmes sont les descendants des Nabatéens? La question paraît contradictoire, mais elle est construite sur une affaire historique connue. Les écrivains romains, surtout Hérode, le père de l'histoire, a dit dans son livre sur les Nabatéens qu'ils viennent de tribus bédouines. Certains chercheurs, dont dernièrement le docteur Khalil Nami, un savant égyptien renommé, ont écrit un article où il relie les Nabatéens aux tribus jordaniennes, les Bdouls. Les Bdouls sont des nomades semi-sédentarisés qui, au XIXe siècle, réinvestirent le site de Pétra, utilisant les installations antiques. Dans les années 70, un grand nombre de familles Bdouls y habitaient encore. Le nombre d'enfants grandissant, l'école primaire de Wadi Moussa fut créée et un instituteur nommé. À cette même époque, un autre phénomène se développe, le tourisme, une manne pour les habitants de Pétra. Parmi eux, Shaher n'avait pas 20 ans. Je suis né dans cette grotte, où ma mère a accouché, ici même, il y a plus de 30 ans. Nous vivions là avec mes 5 frères, mes 4 sœurs, mon père et ma mère.
En ce qui concerne l'école, j'y allais à 6 heures du matin. J'allais d'ici jusqu'à Wadi Moussa. L'école ouvrait ses portes à 8 heures. Et pour s'y rendre, on empruntait la route du Sikh. Même chose pour rentrer de l'école. On faisait 10 km par jour, 5 à l'aller et 5 au retour. Après l'école, on jouait au football. Je montais à dos d'âne ou de chameau. On grimpait dans les montagnes. Je courais, j'allais aux sources. On buvait. Ici, je me souviens, j'escaladais les roches et je regardais les montagnes à perte de vue sans personne. Petra était à moi et j'étais heureux. En 1985, l'État jordanien, en accord avec l'UNESCO, décide de déplacer les Bdouls, qui désormais devront vivre dans le village construit pour eux à l'orée du site. Ainsi, sans le savoir, les Nabatéens ont laissé une capitale et des installations dont l'occupation aura perduré jusqu'à nos jours. En adoptant leur mode de vie, les Bédouins ont été ainsi un réel vecteur de transmission culturelle. Mais le phénomène de la continuité ne se limite pas au mode de vie. Il touche également les modes de pensée, et notamment la volonté de vivre en harmonie avec le monde extérieur. Je pense que les Nabatéens ont joué le premier rôle fondateur de la Jordanie moderne. Et on peut considérer vraiment la Jordanie comme le royaume nabatéen, ouvert, n'est-ce pas, vers l'Arabie, vers la Mésopotamie, vers la Syrie et vers l'Égypte. C'était ça le rôle des Nabatéens, cette ouverture donc vers les pays voisins et donc surtout vers la Méditerranée par la ville de Gaza. C'est en développant une activité caravanière que les Nabatéens ont été amenés à établir de bonnes relations avec les populations des pays desservis par les pistes. C'est dans ce même contexte d'ouverture d'esprit et de pacifisme que se développe sur les rives du Jourdain le christianisme. N'oublions pas évidemment que le fondement du christianisme était en Transjordanie. Le baptême est quand même, si vous voulez, un mystère très important du catholicisme aussi bien que du christianisme. Tous les chrétiens croient au baptême. Le baptême de Jésus-Christ s'est certainement déroulé à l'est du Jourdain, sur la rive est du Jourdain. Ceci est confirmé par l'Évangile et par les découvertes modernes. Pourquoi il prêchait à l'est du Jourdain? Parce que ce pays, habité par des Arabes et en grande partie par les Nabatéens, était ouvert, ou bien n'avait pas d'arrière-pensée. Les Juifs, alors divisés, étaient en effet moins réceptifs au message de Jésus que les Nabatéens. Ces derniers, qui parlaient la même langue que le Christ, l'araméen, pratiquaient déjà la vie communautaire.
Les textes et de nombreuses installations retrouvées à Petra attestent de coutumes religieuses nabatéennes qui trouveront leur écho dans le christianisme. Christian Auger et son équipe fouillent à Petra depuis de nombreuses années dans le secteur des temples. Leurs travaux et leurs découvertes permettent aujourd'hui de mieux comprendre à la fois le fonctionnement des sanctuaires et le déroulement des cérémonies religieuses à cette époque. On a retrouvé dans beaucoup de sanctuaires nabatéens des salles visiblement réservées à des banquets munis de 2-3 banquettes. Et d'autre part, on en a retrouvé aussi dans beaucoup d'édifices qui ne sont pas a priori des temples. Par exemple, devant ou à côté de grands tombeaux et également dans évidemment des maisons. Honorer ses hôtes par des banquets était très répandu chez les Nabatéens. Cet aspect avait frappé les auteurs anciens puisque les quelques rares textes que nous avons à leur propos parlent de leur coutume. La célébration des banquets, en particulier de banquets de 12 personnes servies par le roi, est signalée. Durant le repas, une coupe de vin circulait de convive en convive, selon une coutume grecque. On l'a compris, ces banquets gréco-bédouins ne sont pas sans évoquer la scène du Christ. Comme les chrétiens, les Nabatéens croyaient également en la naissance virginale de leur divinité. Le maître du Panthéon était Douchara, du nom de la chaîne montagneuse culminant à l'est de Petra. Protecteur de la dynastie royale, il était assimilé à Zeus, dieu du ciel et de la foudre, sous le nom de Doujarès. Son culte était célébré à Petra dans le grand temple de la ville basse, aujourd'hui appelé Kasrelbint. Son équivalent féminin, Alouza, qui présidait à la fertilité du pays, était assimilé aux déesses égyptiennes et grecques Isis et Aphrodite. À l'origine, les dieux nabatéens étaient matérialisés par des pierres dressées, appelées bétiles. Blocs indépendants ou taillés à même le rocher à l'intérieur d'une niche, ces pierres n'étaient pas destinées à représenter le dieu, mais à signaler sa présence. L'origine de cette pierre est attribuée à un épisode biblique, dans lequel Jacob, ayant reçu en possession une pierre de Yahvé, en fait une météorite, l'interprète comme une porte vers le ciel et la divinité. Ce qui est particulièrement intéressant dans le cas nabatéen est que l'on a une juxtaposition de bétiles complètement non figurés et de représentations beaucoup plus élaborées qui vont jusqu'à la figuration classique gréco-romaine. Ce buste de Doujarès est un bon exemple de ce type de représentation anthropomorphique, d'influence occidentale et très éloignée du bétil d'origine. Une pierre noire et brute. L'image de la pierre dressée, très présente dans les religions orientales de l'Antiquité, fut également réinterprétée par le christianisme. Selon saint Paul, le rocher d'où jaillit l'eau ayant désaltéré les Hébreux durant l'Exode était un symbole du Christ. L'usage du bétil s'est également perpétué à travers la religion musulmane, avec la pierre noire de la Kaaba, à la Mecque, vers laquelle les fidèles orientent leurs prières. Avec la naissance de l'islam, initié par Mahomet au 7e siècle de l'ère chrétienne, se pose à nouveau la question de la représentation divine, dont la portée reste d'actualité. La foi dans le pouvoir magique de l'icône explique la méfiance de l'islam,
qui défend à l'homme de personnifier Allah ou de reproduire les traits de son prophète. Parce que le Coran bannit les images saintes, les mondes musulmans et occidentaux sont aujourd'hui convaincus que la religion islamique interdit a priori toute représentation humaine. Le Coran ne dit absolument rien qui soutienne cette idée. C'est oublier aussi l'étonnante découverte réalisée en Jordanie au XIXe siècle, qui a brutalement remis en cause la place de l'image dans l'art islamique. Planté au cœur de la steppe, à une centaine de kilomètres à l'est d'Amman, Qusayr Amra, ou Châtelet-Rouge, est un ancien hammam. Construit au 8e siècle par un prince omeyyade, le décor intérieur de ce monument surprend d'emblée le visiteur. En fait, dans l'islam, et plus précisément dans le Coran, rien n'est dit contre les représentations figurées. Il y existe certains hadiths, des dires attribués aux prophètes, qui condamnent les peintres, les peintures, ou encore le fait de reproduire des formes. Mais il n'y a pas aussi concis et plus précis que le commandement qui, dans la Genèse, ordonne simplement de ne pas créer d'idole. Peut-être que parmi les plus stricts des théologiens, certains ont adopté une attitude, pas une doctrine, mais plutôt une attitude contre les représentations figurées. Et des fresques comme celle de Qusayr Amra, qui représentent des hommes et des femmes nus, des scènes de bain et de chasse, sont remplies de représentations figurées. Surtout, certaines scènes dénudées comme celle qui se trouve derrière nous ne sont pas tout à fait en accord avec les préceptes islamiques. Ainsi, la représentation humaine tient une place considérable dans l'art islamique naissant, notamment en raison de la vitalité des cultures locales pré-islamiques, hellénisées puis romanisées. En adoptant au IXe siècle une attitude hostile à la peinture figurée, les hadiths, recueils des 10 faits et gestes du prophète, engendrent le développement du naturalisme. Dans le même temps, le symbolisme s'impose, et avec lui l'école de la calligraphie, cet art de la belle écriture qui exalte la parole de Dieu et crée l'illusion de l'image, sans induire aucune contemplation. C'est avec l'apparition de l'écriture que l'arabe jusqu'ici oral devient langue officielle. Dès lors, l'unité du monde islamique se réalise, ralliant à lui grand nombre de populations et leurs coutumes, y compris celles des Bédouins, qui à leur tour vont perpétuer les traditions islamiques. La société bédouine les a conservés et protégés, plus que ne l'ont fait d'autres sociétés plus modérées, comme à la ville par exemple. Et cela pour 2 raisons. Tout d'abord, la société urbaine subit davantage le changement, alors que les Bédouins dans le désert parviennent à préserver leurs valeurs et leurs coutumes vierges de tout contact avec d'autres civilisations. Ensuite, isolés de l'influence extérieure,
Les Bédouins entretiennent leurs valeurs par les gestes immuables de la vie quotidienne. La société bédouine est imperméable aux valeurs que tente d'imposer la société extérieure. Les Bédouins ont à cœur de conserver les formes du mariage traditionnel, notamment la cérémonie du henné et les nombreuses veillées festives rythmées par des chants populaires. La lecture de la Fatiha servant à sceller l'union des deux époux relève, elle, de la culture islamique. Dans certaines tribus bédouines, le mariage demeure l'affaire du chef de famille. Quand tu es un garçon à 25 ans, tu te maries et tu dois quitter la maison familiale. En ce qui me concerne, je suis allé dans la montagne. J'ai parcouru tous les monts et beaucoup regardé les filles en cherchant la bien-aimée, douce et jolie. Pendant qu'elle gardait ses chèvres, j'ai essayé à plusieurs reprises de lui parler. Mais j'étais timide et je n'ai pas osé l'approcher. Après, je suis allé voir mon père pour lui dire que je l'avais trouvée, la fille avec qui me marier. Mon père m'a répondu non et m'a conseillé de m'en éloigner. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir ma mère et lui ai demandé d'aller en parler à mon père pour le convaincre de dire oui. Ma mère y est allée et depuis, tout est rentré dans l'ordre. On s'est mariés, on a vécu dans notre propre maison, on se promène ensemble, on vit une vie heureuse et douce, moi et la fille qui gardait les chèvres. Si Chaher a choisi de continuer à vivre à la Badawi, la majorité des Bédouins ont opté pour la vie urbaine. Ce phénomène participe de l'unité culturelle du pays. Tout cela concourt à créer une image positive de la société jordanienne, ouverte à la fraternité et à la solidarité. Le plus bel exemple étant la cohabitation avec les immigrés palestiniens depuis les événements de 1948. Si la Jordanie avait rejeté les règles du bon voisinage, ainsi que ses racines arabes et les racines de la fraternité islamique, elle ne pourrait pas recevoir ces immigrés. Ils sont considérés comme des frères par les Jordaniens, qui les accueillent volontiers à leur table. C'est un bel exemple de l'unité arabe que proposent les Jordaniens, qui sont admirés par les autres en général. Presque exclusivement arabe, la société jordanienne est en effet constituée pour près de 50% par des Palestiniens. L'autre moitié est composée de Transjordaniens de souche et d'une diversité d'immigrés du monde arabe. L'unité nationale, née de la volonté de conjuguer les différentes identités, se réalise notamment au sein de la création culturelle et artistique. The Performing Arts Center incarne cette volonté politique. Ces jeunes danseuses et danseurs, issus des diverses communautés constituant la société jordanienne, se réunissent chaque année afin de préparer et représenter les couleurs du royaume lors de festivals internationaux. Cette politique, initiée par le roi Hussein, dès les années 60, vise à exporter une image dynamique, créative et cosmopolite de la Jordanie.
La réputation du royaume hachémite comme terre d'accueil remonte au XIXe siècle. C'est en 1859, à la suite de la conquête du Caucase par l'Empire de Russie, que les Circassiens, de confession musulmane, s'établirent en Jordanie. Au nombre de 20 000, ils forment aujourd'hui la principale minorité ethnique du pays. Accueillante, la Jordanie s'est également montrée respectueuse des différentes confessions religieuses. Le pays, qui abrite 90% de musulmans sunnites, compte également une minorité de druzes, ainsi qu'une importante communauté chrétienne, comprenant un tiers de Grecs orthodoxes et représentant 8% de la population. C'est certainement comme aux États-Unis, un melting pot. C'est ça la société jordanienne. Nous avons d'une part des gens qui sont venus de tout le Moyen-Orient, et d'autre part, des centaines de milliers de Jordaniens qui ont quitté notre pays pour travailler dans les États voisins du Golfe, lors du boom pétrolier. Nous avons donc connu des flux de migration importants qui ont changé notre société. Vous savez, on a traversé tellement de guerres, celle de 1948, celle de 1967, la première guerre du Golfe, et avant, la guerre Iran-Irak, et la deuxième guerre du Golfe. Et à bien des égards, ça a changé le visage de la Jordanie. Nous sommes toujours dans un état de flux migratoire et toujours à la recherche de notre identité. Ce n'est pas simple. Avec tout ce qui se passe dans la région, il nous est difficile de nous stabiliser. Il va sans doute y avoir d'autres changements dans la région. L'Arabie saoudite ne sera sans doute plus ce qu'elle est aujourd'hui. Il en est de même pour la Syrie, pour l'Égypte. On ne sait pas ce qui va se passer de l'autre côté du Jourdain. Est-ce qu'il y aura un État palestinien ? Est-ce qu'il y aura la paix ? Quelle sera la nature des mouvements des populations ? Nous ne savons pas. Je pense que le monde entier est loin de se stabiliser. Le royaume hachémite est aujourd'hui dirigé par Abdullah II, fils du roi Hussein. Issus de la riche et commerçante tribu des Qurayshites qui dominait la Mecque au 7e siècle, les Hachémites descendent en droite ligne du grand-père de Mahomet, Hachem. La dynastie hachémite entre dans le concert politique international en 1916, sous l'impulsion du shérif Hussein ibn Ali, qui s'engage aux côtés des Britanniques dans la grande révolte arabe contre les Ottomans. L'Empire ottoman défait, Laurence d'Arabie est érigé en héros, et Hussein reconnu comme le père de la révolution arabe. En 1923, son fils Abdallah Ier, émir d'une Transjordanie sous contrôle anglais, se voit confier un territoire. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et en remerciement d'un attachement aux Alliés, il est le 25 mai 1946 placé sur le trône de Jordanie, désormais indépendant. Mais en 1948, le conflit israélo-arabe l'engage dans une stratégie à double tranchant. En annexant la Cisjordanie et en morcelant la Palestine, il s'attire les foudres interarabes et il est assassiné en 1951 à Jérusalem. Après un très court règne de Talal, le réel successeur de Abdullah Ier est Hussein, qui en 1953 est couronné roi de Jordanie alors qu'il n'a que 18 ans. Le souverain se lance alors un double défi. Retrouver la confiance des forces interarabes tout en s'attirant les grâces des États-Unis, favorables à la paix avec Israël. Hussein parvient à ses fins en s'appuyant sur les forces tribales bédouines. La dynastie hachémite est ressortie renforcée de ce combat singulier, et en moins de 80 ans,
elle a réussi à transformer un état de création artificielle en une réelle nation. Voilà comment les tribus bédouines incarnent encore aujourd'hui un terreau identitaire national. Leurs valeurs sont devenues des refuges, leurs traditions des repères, et leur attachement à un arabisme fier et indépendant, le fer de lance du royaume hachémite. Les Jordaniens ont 3 traits de caractère en commun. Je n'exclus pas les autres peuples de ces signes distinctifs. D'abord, les Jordaniens croient en la dignité humaine. Pour eux, c'est la chose la plus importante. Elle se place loin devant les considérations économiques, financières et autres. Ensuite, je dirais la générosité et l'hospitalité. Les Jordaniens forment un peuple généreux et hospitalier. Quand vous rentrez chez eux en tant qu'invité, il n'y a rien que vous vouliez qu'ils ne vous offriront. Enfin, ils sont très conservateurs. Ils croient au destin. C'est incroyable la façon dont les gens acceptent ce qu'ils croient être leur destin, si dur soit-il. La plupart des Jordaniens croient au destin, au principe de la fatalité. Ayant su préserver son identité, son unité et son indépendance, la Jordanie, tout en continuant de s'engager pour la paix au Proche-Orient, s'efforce aujourd'hui de se construire une économie forte. C'est ainsi que plusieurs zones de libre-échange avec les États-Unis ont récemment vu le jour, ouvrant la porte d'un avenir made in USA. La question de la culture est très importante. Nous sommes profondément arabes. Nous sommes profondément religieux. L'islam a une influence très forte sur notre population. L'Occident, beaucoup de pays en Europe, si ce n'est la totalité, et certainement aussi les États-Unis, nous considèrent comme un modèle, une sorte de pont, si vous voulez, entre les extrémistes fondamentalistes de l'islam, les religieux et l'Occident, où il y a la liberté individuelle et les libertés collectives, où il y a la démocratie et le pluralisme. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous sommes engagés dans cette voie, donc on nous regarde comme un modèle possible. La vocation de la Jordanie est d'être d'abord un pays ouvert à toutes les civilisations, ouvert aussi à toutes les confessions islamiques et chrétiennes. Cette ouverture, c'est celle, comme je l'ai dit, qui fait de la Jordanie un pays où il fait bon vivre. Ainsi, plus de 2500 ans d'histoire séparent les Hachémites des Nabatéens. Parler de filiation entre ces deux peuples serait assurément exagéré. Mais si le temps a érodé la roche, il n'a pas réussi à gommer la force d'âme de ceux qui, génération après génération, ont vécu sur cette terre.
comme si chaque coup de burin taillant la roche de Pétra résonnait encore dans le cœur de chaque Jordanien, gravant dans sa mémoire les sillons de son identité.